Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, parlons de Bougane Gueye Dany. Le leader de Gëm Bopp est placé sous mandat de dépôt et il sera jugé le 30 octobre à Tambacounda. Il sera d'ailleurs jugé en flagrant délit. Il est poursuivi pour outrage à agent. Dans l'exercice de ses fonctions, vous entendrez d'ailleurs les propos de Maître El Hadji Diouf, son avocat, dans cette nouvelle édition. Et puis, mouvement d'humeur, le collectif des médecins et des pharmaciens était en conférence de presse ce matin pour revenir sur leur plateforme revendicative. En fait, ils ont décidé de décréter 48 heures de grève toutes les semaines pour obtenir gain de cause. Vous entendrez d'ailleurs leurs propos dans ce journal. Et puis, parlons sport. Pour clore ce journal, Jaraaf de Dakar a débuté la saison Ligue 1 en battant Génération Foot 2-1. Et puis, AGEL de Rufisque a battu 1-0 au champion de Ligue de Walidane. À Guédiawaye, GFC et l'US Ouakam ont partagé les points 1-1. Nous y reviendrons plus amplement pour les autres matchs dans ce nouveau championnat. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement. Bienvenue dans la bonne heure pour la bonne info. Il est 20h pile. Le cadre des affrontements ont éclaté ce matin entre étudiants et forces de défense et de sécurité. Les mouvements d'humeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar se poursuivent ce matin et aboutissent à des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Selon nos informations, les étudiants en Master 1 dans les facultés de sciences juridiques et politiques FSJP, la faculté des lettres et sciences humaines, la faculté des sciences et la faculté des sciences économiques et de gestion FASEC réclament toujours le rappel de 515 000 francs CFA qu'ils n'ont toujours pas perçu depuis un an. Et puis, je vous l'annonçais en titre, placé sous mandat de dépôt, Bougane Gueye Dany va passer sa première nuit en prison. Le président de Gëm Bopp vient d'être placé sous mandat de dépôt par le procureur près du tribunal de grande instance de Tambacounda. Il sera jugé en flagrant délit le 30 octobre prochain. Bougane Gueye Dany est poursuivi également pour outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. Voici la réaction de Maître El Hadji Diouf, son avocat. Procureur mujj nañu oo ni day tëj président Bougane Gueye Dany. Le procureur nous a finalement appelé pour nous informer de sa décision et selon lui, le président Bougane Gueye Dany sera placé sous mandat de dépôt et sera jugé en flagrant délit le 30 octobre prochain pour refus d'obtempérer et rébellion. Il est aussi poursuivi outrage à un commandant, un agent des forces de sécurité, sans nous avoir informé de quel agent s'agit-il. Ce qui est archi faux. Pour moi, on voulait juste l'arrêter et c'est fait. Pour l'instant, on ne peut constater et d'ailleurs Bougane a déposé une clé qui retrace le film de son arrestation. En tout cas, tout ce qu'on a dit sur le dossier n'est qu'une farce. Mais ce qu'il faut savoir est que cette arrestation n'est que provisoire et le 30 octobre prochain, il sera jugé par le président du tribunal et non le procureur, malgré que c'est lui le maître des poursuites. Et nous espérons que le président va simplement le relaxer. Et c'est mon intime conviction. Car le dossier est vide et on n'a rien à lui reprocher. D'autant plus, le président ne dépend pas du ministre de la Justice, ni du Premier ministre. nekkul ko xam ne dafa dépendre ci ministre de la Justice wala mu dépendre ci Premier ministre. Je vous l'annonçais également en titre, le collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes COMES, regroupant des docteurs en médecine, pharmacie et chirurgiens dentistes, a organisé ce lundi une assemblée générale suivie d'une conférence de presse pour revenir sur leur plateforme revendicative. Selon le docteur Paparon Sidibé,
président du COMES, après leur rencontre infructueuse avec les autorités, ils ont décidé de décréter 48 heures de grève toutes les semaines afin de pousser les autorités étatiques à réagir. Propos recueillis par Mansour Diassé Serignon. Aujourd'hui, nous avons tenu notre AG suite à notre plateforme revendicative qui concerne les points suivants. La revalorisation des primes de garde, le paiement des motivations hospitalières pour que les DS puissent avoir un statut et une prise en charge effective pour tous les DS. Sur ce, après notre mot d'ordre de grève, nous avons eu à prendre langue avec l'autorité, ce 18 passé. Et après la réunion, les promesses ont été formulées sans suite concrète. C'est pour cela que ce jour, après notre Assemblée générale, nous avons décidé de décréter 48 heures de grève toutes les semaines afin de permettre l'autorité de prendre des mesures idoines pour qu'on puisse avoir une prise en charge adéquate, pour qu'on puisse avoir une revalorisation de nos primes de garde, pour qu'on puisse avoir une motivation hospitalière et qu'on puisse avoir un statut clair d'ici les jours à venir. Nous avons décidé de faire 2 jours de grève tous les semaines. Concernant les 2 jours de grève, nous n'irons pas à l'hôpital, il n'y aura pas de garde, il n'y aura pas d'astreinte et il n'y aura pas d'urgence à prendre. Et puis le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé hier, 20 octobre 2024, une réunion interministérielle exceptionnelle sur la situation de crue du fleuve Sénégal. Les ministères impliqués dans les opérations d'assistance et de secours aux sinistrés ont fait le point sur la situation, une situation inquiétante. D'ailleurs, le Premier ministre a rappelé l'enveloppe provisoire de 8 milliards de nos francs que l'État du Sénégal a dégagé pour venir en aide aux impactés. Il a invité les ministres à cibler les actions les plus urgentes pour une intervention efficace. Le Premier ministre est au micro d'Amsatou Gano. Je félicite tous les ministres par rapport à leur réactivité, leur présence sur le terrain et surtout la maîtrise de la situation. Il se trouve qu'il faut qu'on continue à surveiller cette affaire. D'abord parce que nous ne sommes pas encore certainement au bout de la crue. Et c'est fort de tout cela qu'après en avoir échangé longuement avec le président de la République, il a été retenu de dégager une première enveloppe qui tourne autour de 8 milliards. Le cumul de ce qui a été déjà fait, c'est déjà une enveloppe consistante. Mais en plus de ça, il a été désigné décider de dégager une enveloppe provisoire. Cette réunion devrait permettre de s'entendre autour d'actions prioritaires. D'actions prioritaires qui relèvent beaucoup plus de questions de survie des populations impactées et de vécu confortable. Le ministère est à 2,8 milliards, les forces armées. Le ministère de la Famille et de la Solidarité, c'est 4,338 milliards, dont 1,6 milliard pour matériel et outillage, 1,7 milliard pour les denrées et 1 milliard pour le cash transfert. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, 2,982 milliards. Le ministère de l'Éducation nationale, 3,165 milliards. L'agriculture, 7,881 millions. Les infrastructures qui viennent avec 14 milliards. À Tambacounda, la ministre de la Femme et de la Solidarité vient de remettre un financement de 350 millions aux femmes de cette région. Ce montant permettra aux différentes femmes de mener des activités génératrices de revenus et en plus de contribuer au développement du pays. Elles devront rembourser pour pouvoir financer d'autres femmes, a indiqué Madame la ministre Maïmouna Dièye et le micro d'Amadou Diallo. Dans ces missions, donc cet accompagnement par rapport à l'autonomisation des femmes, qui sont une couche assez vulnérable et qui parfois travaillent dans des conditions difficiles, qui parfois n'arrivent pas, malgré leur petit commerce, malgré leur activité de transformation, malgré leur activité agricole, qui n'arrivent pas encore à décoller. Et nous voulons Sénégal, la femme devient prospère pour avoir notre souveraineté. En fait, il y a des critères et c'est sous la coupole du gouverneur que ça se fait. Mais ce qu'il faut comprendre,
c'est qu'il y a 4 départements, exceptionnellement pour Tambacounda, parce que pour les autres régions, c'est 3 départements, et selon donc leur démographique et surtout l'implication de la société civile et des autres associations de la localité, les montants sont déterminés. Donc c'est pas un montant figé pour chaque département, mais selon les critères. Donc, voilà. C'est important parce que très souvent les femmes ont l'impression, quand on leur donne de l'argent, que c'est pour, pour ne pas être remboursé, ou en tout cas c'est pour faire quelque chose. Ce début d'accompagnement, il est objectif. Nous le faisons surtout pour les aider à être autonomes. Donc il faut qu'elles remboursent pour que d'autres puissent en bénéficier. Après ces propos qui a créé une polémique sur l'affaire Abbas Fall, la ministre de la Femme et de la Solidarité soutient que c'était une erreur de communication et présente toutes ses plates excuses aux Sénégalais. Le micro toujours d'Amadou Diallo. Pour moi, c'est une erreur, effectivement, parce que si c'était à refaire, on ne le referait pas, parce que nous ne sommes pas du tout dans ce genre d'attitude, nous ne sommes pas du tout dans ce genre de langage. Pour qui me connaît, c'est pas du tout ma nature, voilà, je suis de nature très courtoise, très élégante, mais voilà, c'était un passage. Pour moi, je parlais à des militants, on était, comme je le disais, mais voilà, il y a des gens toujours mal intentionnés qui sont là pour essayer de tirer un peu partout, mais c'est pas ce qui nous freine dans le travail que nous avons. Nous avons une mission très lourde et là, vous voyez, nous allons continuer comme ça à la gouvernance pour faire le travail qu'il faut sur le terrain. Et puis, les installations sur les cours d'eau et les extractions des sédiments aurifères sont les principales causes du débordement du fleuve Sénégal qui plonge actuellement certaines zones du Sénégal dans une situation très catastrophique. C'est l'avis de Patédié, l'expert et formateur en gestion environnementale, sécuritaire et sociale. Selon lui, des mesures urgentes doivent être prises par le ministre de tutelle en partenariat avec des experts pour éviter les conséquences sur la santé humaine. Il est joint au téléphone par Aïssa Touba. Aujourd'hui, la solution la plus urgente est d'organiser une campagne de dragage des eaux pour pouvoir reconstituer la voie normale de circulation de ces différentes eaux. Au préalable, cela demande une cartographie. Mais il faut se référer aux données antérieures pour identifier tout ce qui était voie de drainage des eaux et cela facilitera la reconstitution de ce cours d'eau. L'autre solution à moyen terme, c'est qu'il faut aujourd'hui que les ministères de l'urbanisme, principalement des États, dans le cadre d'une coopération avec les ministères de l'hydraulique, de l'assainissement, des mines, de l'environnement, identifient tout ce qui est occupation qui pourrait entraver une obstruction de la circulation de ces eaux-là. Ensuite, assainir ces zones-là. En tout cas, il faut prendre des mesures urgentes, sinon les conséquences, surtout sur la santé humaine et sur tout ce qui est activité socio-économique, risquent d'être terribles dans ces zones-là. La Falémé, comme la plupart des cours d'eau, sont aujourd'hui victimes d'un débordement lié, selon certains, au changement climatique. Mais les causes sont beaucoup plus profondes. Ces dernières années, partout en Afrique, un dragage des cours d'eau pour l'extraction des sédiments aurifères et des minéraux précieux a été observé, entraînant une coupure en deux du lit du cours d'eau. Donc les eaux ne peuvent plus suivre leur voie normale et sont rejetées vers le continent, entraînant une inondation. La seconde cause est liée à des installations sur les différentes voies de circulation des eaux vers la Falémé, ce qui entraîne un retour des eaux vers les habitations. Et puis poursuivons avec l'eau et l'assainissement en parlant de l'affaire AZ sur la sellette depuis un bon bout de temps. L'affaire Azer, autant pour moi, vient de connaître un nouveau rebondissement. Les responsables du parti avertis ont déposé une plainte auprès de l'OFNAC appelant à une enquête approfondie. Djibi Ndiaye et son équipe insistent sur l'importance de clarifier les faits pour protéger les intérêts des populations en cette période de crise économique. Écoutons Djibi Ndiaye au micro d'Abdoulaye Ndiaye.
Nous sommes dans un contexte de crise où tous les aspects nous révèlent qu'il y a des défis à relever. Comme le président de la République l'a dit la dernière fois lorsqu'il a fait face à la presse, qu'il ne protégerait personne, en tout cas il n'y aurait pas de solidarité gouvernementale dans la contre-vérité. Ce que nous attendons, c'est que le ministre Cheikh Tidiane Dièye, de même que le directeur de l'ASER, monsieur, comment il s'appelle encore, monsieur Sen, puisse venir répondre de ces actes et que par mesure conservatoire, qu'ils soient démis pour le moment de leur fonction, afin que ces dossiers-là vraiment puissent être tirés au clair. Il n'est pas admissible que dans un pays où le Premier ministre a soutenu que nous sommes en face presque d'une banqueroute, que l'argent aujourd'hui est en manque dans les caisses de l'État, qu'on laisse traîner une affaire qui implique des trentaines et des cinquantaines de milliards de nos pauvres francs et qu'aucune forme de réclamation jusqu'ici ne soit posée. Nous demandons à ce que le gouvernement puisse démettre M. François Sen de ses fonctions ainsi que M. Cheikh Tidiane Dièye de ses fonctions pour que ces deux affaires puissent être tirées correctement au clair parce que la population sénégalaise aujourd'hui souffre. On est dans une crise sociale sans précédent. On ne peut pas se permettre le luxe de laisser ces milliards comme ça nous passer sous barbe et nez sans pour autant qu'on puisse apporter la clarification idoine que la société aujourd'hui réclame haut et fort parce que devant la presse aujourd'hui, nous disons que si le gouvernement entend mettre tout le monde dans les rails et que les affaires publiques puissent être gérées avec le fameux Djubol Djubonti, il faut que tout cela aujourd'hui, en 6 mois de gestion, qui sont cités dans les affaires de prévarication et de soupçons de corruption, puissent rendre compte devant la société et que seule la justice, à travers l'OFNAC et le procureur de la République, où nous allons déposer une plainte également, seules ces instances-là aujourd'hui peuvent sauver le Sénégal de ces politiciens véreux. Et puis parlons sport, je veux l'annoncer d'ailleurs en titre, Ligue 1, le championnat démarre en trombe. Le Jaraaf de Dakar, représentant du Sénégal en Coupe CAF, a débuté sa saison de Ligue 1 en beauté avec une victoire de 2-1 contre Génération Foot ce dimanche 20 octobre 2024 au stade municipal de Ngor. Le premier AGEL de Rufisque a également bien démarré en s'imposant 1-0 face aux champions de Ligue 2 Walidane. À Guédiawaye, le GFC et l'US Ouakam ont partagé les points 1-1, tandis que le Casa Sport et Sonacos se sont neutralisés avec 0 partout. Diamono Fatick et Linguère de Saint-Louis ont également terminé sur un match nul de 1-1. Samedi, le champion à titre Teungueth FC a battu AS HLM Dakar 2-1 grâce à des buts inscrits en début de rencontre. Et puis au stade de Yoff, Dakar Sacré-Cœur s'est imposé sur le score 4-1 face à l'AS Pikine, infligeant déjà à l'équipe de la banlieue sa première défaite. En déplaçant face à l'US Gorée, le promu Oslo FA n'a pas réussi ses débuts dans l'élite du football sénégalais. L'équipe académicienne a été battue 3-1 par le club insulaire. Et puis poursuivons avec la page sport, la Ligue 1 sénégalaise. La première journée de cette ligue a tenu toutes ses promesses avec des confrontations serrées et des résultats marquants dans les différents stades du pays. Selon Cheikh Tidiane Sen, professeur d'éducation physique et formateur, cela démontre le travail qui se fait dans le championnat. Il ajoute également que cette année, les équipes qui viennent de monter pourraient créer une surprise. Il s'est entretenu au téléphone avec Mansour Yassé. Oui, la remarque qu'il faut faire par rapport à cette première journée de Ligue 1 du championnat national sénégalais, il y a eu beaucoup de buts. Par exemple, l'US Gorée qui face à Oslo a eu à marquer 4 buts. Et donc Dakar Sacré-Cœur également face à l'AS Pikine a eu également à marquer 4 buts. Et donc ça démontre quand même que nos équipes sont en train de se préparer, de s'améliorer sur le plan offensif. Et ça quand même, il faut en déduire que un travail est en train d'être fait
au niveau de nos équipes. À côté de ces équipes favorites comme le Jaraaf et Teungueth FC, également il faut être prudent, surtout parmi ces équipes-là, surtout les équipes qui viennent de monter, il faut quand même les prendre en repérage. Parce que d'habitude, les équipes qui viennent de quitter la Ligue 2 pour venir en Ligue 1, c'est des équipes qui sont quand même remontées sur le plan mental. Et donc, c'est des équipes qu'il faut prendre quand même en repérage, dans la mesure où ils peuvent créer de l'instinct. Je vois que la génération foot, quand même, du point de vue vraiment technique, je vois beaucoup de qualité avec leurs jeunes joueurs. Surtout, c'est des jeunes joueurs. On a vu hier, face aux Jaraaf, quand même, la différence sur le plan physique. Mais leurs atouts, c'est leur qualité technique et technico-tactique. Et donc, c'est des équipes qu'il faut très prendre au sérieux. Donc, dans la mesure, avec l'arrivée de l'expérimenté Boubacar Gadiaga, et donc, c'est une équipe qui peut quand même faire la surprise aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mansour. Cheikh Tidiane Dièye, merci pour cette page sport. Et puis nous terminons en beauté ce 20h. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Sous nos remerciements à l'équipe technique ainsi qu'à la rédaction de Global Télévision. Bonne suite des programmes sur Global Télévision et bonne fin de soirée. Merci beaucoup.